Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être ce matin sur le plateau de LCI au lendemain d'une annonce très importante. Les enfants attendent ça depuis sans doute assez longtemps. À partir du 4 octobre, c'est un lundi, libération pour les élèves de primaire qui pourront enlever le masque dans une quarantaine de départements. La liste sera arrêtée quand précisément ? On va publier une première liste ces prochains jours, en début de semaine prochaine, sachant que ce sera une première liste, mais elle devra être confirmée très peu de temps avant le 4 octobre, puisque le critère, c'est d'avoir un taux d'incidence en dessous de 50. Donc vous avez dit une quarantaine de départements, aujourd'hui c'est le cas. Peut-être que ce sera un peu plus dans quelques jours, puisque la tendance est bonne. Mais nous voulons qu'au 4 octobre, il s'agisse des départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 depuis 5 jours. Donc on a des départements où on a la confirmation que le virus circule très peu. Alors si on prenait aujourd'hui, évidemment, on voit bien la carte. Il y a carrément des régions comme l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine ou l'Île-de-France. Ça peut évoluer dans un sens, ça peut évoluer dans l'autre sens. À partir de quel moment vous pourriez réimposer le masque, puisque vous devez l'envisager. Ça se passera comment ? Oui, depuis le début de la crise, et notamment depuis septembre 2020, on a toujours eu la même méthode, c'est-à-dire faire évoluer le curseur en fonction de la situation sanitaire. L'année dernière, vous l'avez vu, on a fait évoluer le curseur toujours dans le sens d'un peu plus de rigueur, parce qu'il fallait s'adapter à une situation sanitaire qui n'était pas facile. Là, c'est un peu l'inverse. Les choses s'améliorent, notamment grâce à la couverture vaccinale. Et donc, ça nous permet de mettre le curseur vers plus de légèreté et de faire de la différenciation territoriale. On avait dit que ce serait éventuellement le cas. Eh bien, on est en mesure de le faire, là. Et donc, je reprends ma question. Arnaud Fontanet, par exemple, disait hier dans les colonnes du Parisien que l'épidémie allait reprendre, très vraisemblablement. Et en général, l'Institut Pasteur c'est peu trompé. Donc, vous enlevez le masque le 4 octobre, tant mieux, vous pourrez le remettre. Vous savez, sur les déclarations d'épidémiologistes, je vous invite à regarder ce qui était dit il y a 4 semaines par les uns et les autres. Si je réglais ma boussole sur chaque déclaration, on aurait les écoles fermées depuis mars 2020. Donc, je crois qu'il faut être très pragmatique, regarder la situation. Bien sûr, on s'appuie sur le Conseil scientifique, la Haute Autorité de Santé, la Société française de pédiatrie. Et aujourd'hui, vous savez, on est dans la situation que j'avais dite comme probable fin août, c'est-à-dire une courbe qui a augmenté pendant les 15 premiers jours, puis qui baisse. C'est ce qu'on a connu après chaque retour de vacances. Et donc, pour l'instant, on est en situation de faire ce que l'on a dit, c'est-à-dire d'alléger parce que la situation s'améliore. D'accord. Et éventuellement, si ça se redégrade, on parce qu'on ne peut rien exclure, vous redurcirez. Bien sûr, il faut toujours être prudent. Alors, les réserves, elles viennent par exemple d'un syndicat d'enseignants, SGEN-CFDT, qui dit qu'il y a très peu de régions en France où le taux d'incidence chez les moins de 10 ans est inférieur à 50 pour 100 000. Donc, à notre sens, c'est trop tôt. C'est pas le bon timing. Bon, écoutez, il y a toujours 1000 voix qui s'expriment. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Je sais qu'il y a aussi beaucoup qui seront heureux d'avoir le masque qui disparaît pour les enfants, et à commencer par les enfants eux-mêmes. C'était très attendu, puisque c'est une contrainte très forte. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que ce serait le premier allègement, s'il devait y en avoir un, on commencerait par là, c'est-à-dire le masque à l'école primaire, parce que c'est une mesure qu'on a dû prendre l'année dernière, parce que c'était indispensable. Mais c'est une mesure évidemment qui est très contraignante pour des enfants petits. Et alors pourquoi pas le collège ? Ce serait l'étape suivante. Ce serait l'étape suivante. C'est trop tôt pour le dire. Vous savez, encore une fois, on fait tout en fonction de la situation sanitaire. Il va de soi que si ça continuait à s'améliorer en octobre-novembre, ce serait quelque chose que l'on pourrait envisager, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est dans votre viseur avant la fin de l'année, pouvoir aussi imposer... revenir sur l'obligation de masque. C'est qu'un jour, il y aura la fin de toutes ces contraintes. C'est quand même ce qui est évidemment souhaitable. Qui s'est un peu éloigné au fil du temps. Bien sûr, mais en tout cas, le collège, c'est quelque chose qui est sur votre bureau. Ça pourrait arriver le moment venu, bien sûr. En octobre-novembre. Pour l'instant, c'est trop tôt. Vous voyez, il y a encore quelques jours. Mais parce qu'on n'a d'abord pas toute la France dont le taux d'incidence est inférieur à 0,5. Et puis parce qu'il faut rester évidemment très prudent. Il faut graduellement alléger pour être certain qu'on n'a pas un rebond épidémique. Et si la tendance se poursuit, eh bien d'autres allègements suivront. En tout cas, pas tout de suite. Tout le monde ne comprend pas pourquoi vous ne le faites pas tout de suite, mais vous dites on verra, il faut le faire par Non, c'est de la différenciation. C'est une question sanitaire, c'est une question philosophique. Non, c'est très pragmatique. C'est vraiment un très grand pragmatisme. On allège là où le taux d'incidence est faible. Donc on allège là où le virus circule peu. Vous pourriez l'alléger de la même façon en primaire et en collège, puisque c'est le taux d'incidence qui compte. Oui, mais la contrainte pour les enfants petits, depuis le début, nous savons qu'elle est plus forte que pour des enfants plus âgés. C'est la raison pour laquelle on commence par le primaire. Et les instituteurs, comme on disait avant, les profs dans le primaire, eux, ils gardent le masque. Je continue à l'utiliser. Ils gardent le masque, eux.
Alors, sur la question des professeurs à l'école primaire, c'est encore en discussion, nous regardons. J'aimerais bien que les professeurs d'école maternelle puissent enlever le masque en particulier, parce que là, on voit bien que c'est un inconvénient vis-à-vis des enfants. Plus les enfants sont petits, plus c'est un inconvénient d'avoir un professeur masqué. Donc, si possible, ce sera aussi le masque enlevé pour les professeurs de l'école primaire, et a fortiori pour ceux de l'école maternelle. Le 4 octobre ? On va... Je l'espère, mais ce n'est pas encore une décision prise. Nous y travaillons. Vous y travaillons ? C'est quoi le critère, le dialogue avec les autorités sanitaires pour voir si on peut se permettre d'aller jusque-là. Ça, c'est intéressant. C'est quand même, ce serait assez nouveau aussi que les adultes soient concernés dans les écoles. Ça faisait partie de mes priorités d'allègement. Vous nous dites ce matin, c'est probable. C'est fort possible, mais c'est pas certain. Ils sont vaccinés à combien, les enseignants d'ailleurs ? Vous avez un Alors, taux, on a dépassé le 90%. Ce qui est très important, c'est que c'est la volonté de première injection, vous savez. Elle s'est toujours située à ce niveau-là. Maintenant, nous voulons aller plus loin. Et c'est pourquoi les campagnes vaccinales continuent. C'était déjà le cas fin août sur la base de déclaratif. C'est ça, exactement. Donc on n'a pas progressé. On avance. Des éléments. Non, parce que sur les adultes, nous n'avons pas nous procédons par enquête. Donc je sais que nous sommes autour de cela au travers de nos enquêtes, mais pas au travers de données sanitaires récentes. En revanche, s'agissant de l'offre vaccinale, ce qui est certain, c'est que nous réussissons à la proposer dans 100% des collèges et des lycées. Et donc ça, c'est évidemment très important, parce que ça veut dire qu'il y a encore des adultes qui se font vacciner dans ce cadre-là. Encore deux questions rapides sur cette question sanitaire. Combien de classes sont fermées, là ? Nous sommes maintenant à 3000 classes fermées environ. C'est donc à l'école primaire, je rappelle. C'est donc un chiffre plutôt bon, puisque c'est un chiffre qui est en baisse par rapport à la semaine dernière, où on était autour de 3400. Il commence à baisser, parce qu'évidemment, depuis la rentrée, il a été multiplié par je ne sais pas combien. Il est parti de 0 à 3000. Il est ensuite... Là, vous nous dites qu'il baisse. Demain, vous aurez un chiffre hebdomadaire. C'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, quand je vous ai parlé de cette courbe qui suit le retour des vacances. Vous avez pendant 15 jours une augmentation, on est monté jusqu'à environ 3500, et maintenant on est en train de baisser, on est en train de passer en dessous de 3000. Bien sûr, nous surveillons ça de très près. Et vous gardez la doctrine, un cas... fermeture, parce que le conseil scientifique disait qu'il vaut mieux renvoyer ceux qui sont touchés à la maison plutôt que de fermer toute la classe. Alors ça, c'est ce que nous faisons pour l'enseignement secondaire, comme vous le savez. Mais pour l'école primaire, nous fermons les classes par une prudence qui était demandée à certains moments par les autorités scientifiques. Bon, je retiens donc 4 octobre, peut-être les enseignants, les instituteurs, pour reprendre cette terminologie, pourraient être concernés par il pourrait aussi tomber le masque. C'est intéressant, on va suivre ça. Jean-Michel Blanquer, d'après les remontées que vous avez, le harcèlement des enfants nés en 2010, est-ce qu'il continue dans les collèges ? Alors, il en reste quelques scories, même si on a mis une sorte de holà la semaine dernière avec l'intervention que j'ai pu faire et ce que j'ai demandé aux principaux de collège de réaliser, c'est-à-dire une attention très particulière à la lutte contre le harcèlement vis-à-vis des élèves de 6e. Hier encore, je voyais des élèves de 6e qui me racontaient ce qu'ils vivaient, c'est-à-dire cette espèce de moquerie contre eux, qui est vraiment quelque chose d'insupportable. Donc on a vraiment décidé de renverser la donne, d'abord en lançant cette opération Bienvenue au 2010, c'est-à-dire une intégration renforcée, je dirais, des élèves de 6e, avec des élèves plus âgés qui leur souhaitent la bienvenue, des élèves plus âgés qui sont de tuteurs, des grands frères. Ce qu'on devrait faire très naturellement dans chaque établissement à partir du moment où arrivent les 6e. Et puis, vous aimeriez institutionnaliser ça ? Oui, bien sûr. Je pense que, si vous voulez, dans les évolutions futures que nous avons à faire, il y a beaucoup à faire autour de la classe de 6e, justement, et de l'arrivée au collège, qui est toujours un moment très particulier pour les enfants, et qui doit être un peu comme une entrée dans l'adolescence, une entrée où on commence à se sentir grand. Et ce moment-là peut être très raté ou très réussi, selon la façon dont les choses sont menées. L'enfant doit comprendre qu'il rentre dans un milieu bienveillant, et dans un milieu où on l'appelle aussi à s'engager pour autrui. Et donc, l'idée, c'est de confier à des plus âgés, vraiment, systématiquement, le soin de s'occuper d'un 6e. C'est ce qu'on appelle aussi les ambassadeurs anti-harcèlement. Vous savez, on a multiplié les occasions d'engagement des élèves. Par exemple, il y a les éco-délégués maintenant dans les collèges et les lycées, c'est-à-dire des jeunes qui se dédient aux enjeux d'environnement, par exemple, pour créer un potager, à faire des opérations anti-pollution, etc. Et puis, s'occuper de la restauration, de voir comment la restauration scolaire conforme et conforme la cantine, et par exemple en lien avec des agriculteurs locaux, des choses comme ça. Ça, c'est typique de l'engagement positif que nous pouvons souhaiter pour nos élèves de collège. De la même façon, contre le harcèlement, nous avons depuis cette rentrée ce qu'on appelle l'opération phare, qui consiste en particulier à avoir des élèves qui sont des ambassadeurs anti-harcèlement, c'est-à-dire qui regardent
s'il n'y a pas d'autres élèves qui se font embêter et qui interviennent. Et le cran supplémentaire, c'était votre expression, hein, nous allons franchir un cran nouveau dans la sensibilisation, ce serait quoi justement? Alors, c'est 2 choses fondamentalement. C'est d'abord ce programme phare dont je vous parle. D'accord. On peut aller sur le site internet du ministère pour voir, pour ceux qui veulent rentrer dans le détail de ce que ça signifie. Mais ça veut dire des adultes et des élèves formés contre le harcèlement. Et d'autre part, sur le cyberharcèlement, qui est une plaie pour toutes les sociétés du monde, c'est-à-dire le harcèlement par les réseaux sociaux, je convoque lundi prochain à 16h, en présence du président du CSA, Roch-Olivier Mestre, les responsables français des plateformes, pour leur demander de prendre de nouveaux engagements, c'est-à-dire une capacité à retirer les messages haineux, à envoyer des messages positifs aux enfants, à faire respecter davantage l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 13 ans, etc. Les patrons de vous savez qu'on a interdit Twitter. le téléphone portable au collège depuis 3 ans. Oui. Ça a été une mesure importante qui a contribué, mais qui n'est pas, bien entendu, c'est un point parmi d'autres. Oui. Nous avons à compléter cela aujourd'hui par des mesures et une responsabilisation des plateformes. Mais vous elles pensez... jouent un rôle. Oui, vous pensez qu'elles vont le faire? Je leur demande. C'est Twitter, parce que les gamins, ils sont sur TikTok, Oui. sur Twitter, beaucoup, sur Facebook, évidemment. Bien sûr. Instagram, et Snapchat. Ils seront tous là, vos interlocuteurs, lundi à 16h. Ils viendront tous. Oui. Et vous allez leur demander des engagements pour tenter de réguler dès qu'il y a, par exemple, un début de harcèlement. C'est possible? Oui, bien sûr. Par exemple, vendredi dernier, quand j'ai réagi face au harcèlement anti-2010, eh bien, TikTok a supprimé les messages qui avaient le hashtag anti-2010 et a promu le hashtag bienvenue au 2010. Ils aient des indicateurs qui leur permettent de par exemple, qu'on repère mieux les signaux faibles. Par exemple, le anti-2010 aurait dû être repéré avant. Quand je suis intervenu, c'était déjà parce que le signal n'était plus un signal faible, c'était un signal qui commençait à être fort. Et c'est pas normal que ce soit le ministre lui-même qui soit obligé d'intervenir là-dessus. Ça aurait dû être fait en amont par les responsables. Donc désormais, on va se responsabiliser. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt de notre société, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt aussi de ces plateformes. Et c'est évidemment l'intérêt de nos enfants. Il y a eu beaucoup de railleries, justement, à cette occasion, sur les vêtements des 2010. Ils s'étaient moqués là-dessus. L'uniforme, le port de l'uniforme, vous y seriez favorable? J'ai toujours dit que je trouvais que c'était une bonne idée. Mais de passer le cap. Passer le cap, ça signifie que des établissements s'engagent dans cela. C'est tout à fait possible dans le cadre juridique actuel. J'ai d'ailleurs promu cela dans le passé dans tel ou tel établissement. Mais comment on peut donc aller plus aujourd'hui, loin il est possible d'en faire la promotion et je le ferai probablement. Est-ce qu'il y a un établissement public en France qui impose l'uniforme? Oui, l'internat d'excellence de Sourdin. Voilà, il y en a un, donc c'est l'exception à la règle, mais il y a toujours une exception à la règle. La règle, c'est qu'il n'y en a pas. L'internat de la Légion d'honneur aussi, par exemple. Oui, mais la règle, c'est qu'il n'y en a pas. La règle, c'est pas que c'est la règle, c'est que c'est l'habitude. Oui. Mais comment changer un règlement intérieur si peut tout à fait. Mais c'est le genre de choses que vous pouvez faire quand vous créez un consensus local. Si on commence à avoir des batailles autour du sujet de l'uniforme, ça ne marchera pas. Outre-mer, j'aurais pu vous citer ça. Outre-mer, l'immense majorité des établissements ont quelque chose qui est comme un uniforme. Sans parler des pays étrangers où c'est très fréquent. Mais hypothèse, second quinquennat, etc. Je ne sais pas si vous serez ministre des Sports d'ailleurs. Des sports on va parler du sport. De l'éducation, écoutez, vous l'êtes aussi. On le dira, c'est pas. Vous seriez déjà pas mal si ministre. j'y étais 5 ans. Oui, mais vous le seriez 5 ans à nouveau? En tout cas, le sujet ne m'appartient pas là. Mais de toute façon, c'est un métier que j'aime, mais je ne veux pas faire peur en disant que je vais rester 10 ans. Ah, parce que vous faites peur à qui? Aux syndicats? Aux enseignants? Je dis ça pour faire une blague, mais je pense que c'est important. C'est important de montrer que, d'abord, j'aime ce que je fais. C'est pour ça que je suis encore là. Je pense que les enjeux sont absolument essentiels. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement ma personne, mais c'est le fait qu'il y ait des sillons longs qui soient gardés tout au long du temps. Bon. Et c'est le cas, par exemple, en ce moment, avec le rebond du niveau à l'école primaire. Nous y avons beaucoup travaillé pour que lire, écrire, avec le dédoublement des classes, qui est la pointe avancée. Mais derrière ça, il y a d'autres mesures. Hein. Par exemple, pas plus de 24 élèves par classe en grande section, en CP et en CE1 dans toute la France. C'est une mesure qui est presque complète maintenant. Et c'est la remontée du niveau que l'on va mesurer, puisqu'en ce moment, il y a les évaluations de début de CP et de début de CE1, qui était là aussi une innovation très importante de 2018. Et qui porte ses pleins effets maintenant. On va voir. On va en parler, parce qu'il y a votre budget aussi qui a été présenté hier. Un mot, le ministre des Sports, Nice-Marseille, il y a quelques semaines. Violence aussi, hier. On va voir une photo pour le match Marseille-Angers, ou plutôt Angers-Marseille. Il y a des supporters qui sont sortis du parquage visiteur, qui ont détruit du matériel avant que les stadiers ne rétablissent l'ordre. Et puis un bus de supporters bordelais attaqués à Montpellier. Ils sont tombés dans un guet-apens. Monsieur le ministre des Sports, c'est un peu la chronique répétée, là. On a l'impression qu'on s'habitue à des violences en marge des matchs depuis la rentrée.
Oui, c'est évidemment totalement inacceptable. Ce sont des sujets qui relèvent même maintenant de l'ordre public. On va évidemment, alors avec Gérald Darmanin, probablement prendre des mesures quand il s'agit notamment d'événements qui se passent en dehors des stades. S'agissant de ce qui se passe dans les stades, vous savez que l'objectif, c'est quand même de responsabiliser la Ligue de football, en l'occurrence, et la Fédération française de football, à la fois sur les enjeux en amont d'éducation, mais surtout sur les sujets de ce qui se passe pour les supporters. Et certains clubs ont réussi dans le passé à en finir avec cet hooliganisme qui est insupportable. Donc nous aurons de nouveau des discussions avec la Ligue et la Fédération sur ce qui est envisagé en la matière. Là, ils ont réagi à de précédents événements. Il y a eu 2 événements qui sont allés trop loin ces derniers temps. Les sanctions ont été prises et nous allons demander quelles sont les mesures nouvelles envisagées pour mettre fin à cela. Mais il y a des gens qui doivent se voir interdire de stade dans le futur à partir du moment où ils ont eu ce type de comportement. Ça, c'est très ferme. Oui, bien sûr, il faut être ferme. Ce sont des gens qui abîment l'image du sport, ce sont des gens qui renversent ce que le sport doit être, c'est-à-dire la fraternité entre les citoyens. Un budget en hausse en 2022, oui. 1,6 milliard, je crois, par rapport à 1,6 milliard sur la sphère éducation, 2021. De plus. Pour la revalorisation, sur 1,6 milliard, vous consacrez combien ? 700 millions. Ces 700 millions d'euros correspondent à des engagements que j'avais pris et qui avaient déjà commencé à être tenus en 2021, c'est-à-dire la revalorisation notamment des débuts de carrière. Un jeune professeur qui commence, il y a 1 an et demi, était à 1 700 € net. Avec les mesures que nous prenons en février prochain, ce sera à 1 869 € net par mois. 169 Ça fait 169 € de plus par mois. D'une année sur l'autre pour un prof qui débute ? Oui, exactement. En net. Vous avez été quand même piqué au vif, Jean-Michel Blanquer, par la proposition d'Anne Hidalgo, quand elle a dit je veux doubler le salaire des profs en plus. Vous avez ironisé, foire du trône de la démagogie. Est-ce que ça valait pas mieux cet enjeu que cette critique un peu acerbe, franchement ? La critique acerbe, c'est vous voulez dire de parler de démagogie ? Je pense que vous avez là, avec ce que vous avez exposé, vous avez vraiment la différence entre ce qu'est un engagement concret, réel, faisable, et d'ailleurs en train de se faire, et une promesse démagogique infaisable. C'est vraiment en cela que le débat public doit être meilleur dans le futur, si vous voulez. Pourquoi infaisable ? Vous dites à terme... Alors, vous avez écrit un livre qui est intéressant, c'est une réflexion après l'affaire Paty, évidemment. École ouverte, c'est chez Gallimard. Jean-Michel Blanquer, et à la fin... Et après la crise sanitaire aussi. Et la crise sanitaire, bien sûr, la gestion de la crise sanitaire, avec l'ouverture des classes que vous avez maintenue au maximum en France. À terme, mon souhait affiché est que tous les professeurs commencent leur carrière à 2 000 € net mensuels. Vous ne pouviez pas le faire ? C'est ce qu'on fait. C'est quand je vous dis Mais vous ne l'aurez pas fait à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, mais on est passé... Il n'y aura jamais eu de telles augmentations des débuts de carrière que sous ce quinquennat. Nous partons de loin. Le salaire des profs a plus augmenté sous le quinquennat Hollande, en global, que sous votre quinquennat. Non, c'est l'inverse. C'est sous ce quinquennat que le salaire des professeurs... c'est très facile à regarder. C'est pas de la littérature, c'est des mathématiques. C'est sous ce quinquennat qu'il y aura eu les plus grandes augmentations budgétaires. Or, l'essentiel de la masse budgétaire de l'éducation nationale va dans le salaire. Les hausses décidées par François Hollande. Ça, les chèques en blanc pour le futur, vous avez la famille politique de Mme Hidalgo est très forte pour ça. C'est-à-dire que c'est vrai ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des décisions qui valaient pour l'avenir. Ces décisions, nous les avons assumées avec nos budgets et nous avons fait des décisions nouvelles, à mes yeux meilleures d'ailleurs, parce qu'elles s'adressent d'abord là où c'était le plus urgent, c'est-à-dire les plus jeunes, de façon à redresser l'attractivité du métier, puis avoir un pouvoir d'achat décent pour les plus jeunes. Donc nous l'avons fait, nous sommes en train de continuer à le faire, et donc je suis tout à fait d'accord avec l'objectif d'augmenter la rémunération des professeurs, mais non seulement je suis d'accord, mais je le fais. En revanche, je ne dis pas des choses infaisables. Doubler le salaire des professeurs, ça reviendrait à créer... Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Non, bien sûr, c'est pour ça que ce que nous avons à l'esprit, c'est une augmentation sur 7 ans, qui avec une augmentation budgétaire d'environ 500 millions d'euros par an, qui se cumule année après année sur 7 ans, nous permettrait de nous remettre à un niveau très bon pour la rémunération des professeurs. Tout ceci va de pair avec des modernisations de l'éducation nationale. Ce n'est pas seulement la rémunération des professeurs, c'est la personnalisation des carrières, c'est le bien-être. Par exemple, on va créer l'équivalent d'un comité d'entreprise pour l'éducation nationale, pour que les professeurs soient plus appuyés sur le logement. Oui, et on y met de l'argent. Il n'y a pas que l'argent qui compte, c'est ça qui est important de dire aussi. On a besoin que les professeurs et les personnels se sentent bien, qu'il y ait du bien-être professionnel à l'éducation nationale. Vous aurez été le prof du bien-être ? Vous aurez été le ministre du bien-être des professeurs ? Bien sûr, c'est mon but.
L'objectif, c'est que... Vous savez, c'est une maison qui a... Le bilan que vous revendiquez, c'est celui-là. Pas le seul. J'espère être aussi le ministre des savoirs fondamentaux des élèves, le ministre de choix d'enseignement de spécialité des lycéens et le ministre du bien-être des personnels. Bien sûr, c'est difficile. Il y a plus d'1 million de salariés à l'éducation nationale. Mais le défi qu'on a commencé à relever avec le Grenelle de l'éducation, c'est la personnalisation des parcours, le fait qu'on se sente bien à travailler pour l'éducation nationale. Alors, le débat public, un mot quand même, Jean-Michel Blanquer. Christian Jacob a dit hier qu'Éric Zemmour est utile au débat. Je pense que la démocratie a besoin de toutes les voix. Donc, c'est pas, cette phrase est un peu une phrase passe-partout en réalité, mais pourquoi pas, oui. Non, mais utile au débat, c'est-à-dire qu'il apporte des éléments de débat qui sont intéressants. Est-ce que vous partagez l'avis du président Jean-Luc Mélenchon est utile au débat, Éric Zemmour est utile au débat, Christian Jacob est utile au débat, j'espère être utile au débat, vous êtes utile au débat. Vous mettez au même plan. Bon, d'accord. Je pense que dans la démocratie, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. De ce point de vue-là, ça dépend ce qu'on met derrière l'expression utile au débat. Mais elle est utile au débat, la une de Paris Match Non, je pense que c'est pas du tout utile au débat. Je pense qu'on doit évidemment faire la distinction entre vie publique et vie privée. C'est même un fondement important de la démocratie. Et donc non, ça n'est pas une bonne chose, non. Ça n'est pas une bonne chose. Vous condamnez? Non, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est la même chose. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Christian Jacob. Qui l'on voudra, toute personnalité a le droit à une vie privée et on n'a pas le droit de... C'est d'ailleurs contraire à la loi. C'est dit Manuel Valls en parlant de ça. Oui, il a le droit. Je ne dis pas de gros mots en tant que ministre de l'Éducation, mais je suis d'accord avec Manuel Valls, bien sûr. Et vraiment, ultime question, pour un sujet grave, le 16 octobre, c'est une date importante. Bien sûr. C'est la mort de Samuel Paty. Triste, oui. Vous allez organiser un événement à cette occasion? Bien sûr, il y aura des commémorations. Nous, d'ailleurs, il y aura une plaque au ministère de l'Éducation nationale. Nous commémorerons cela. Il y aura aussi un prix donné par les professeurs d'histoire-géographie, Samuel Paty. Donc oui, bien sûr, nous n'oublions pas.